Sécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien? Thumbs up. Tout thumbs up. Surtout sur le menton. Nice. Toujours. Bon, commençons avec les nouvelles. Cette fois-ci, on a 3 nouvelles dans lesquelles on va aborder. La première, c'est Microsoft a découvert qu'il était possible de sortir du sandbox de macOS. Ce qui, en soi, est très comique que Microsoft vienne taquiner Apple sur son terrain pour démontrer que son OS est faible. Donc, je trouve que l'ironie est très drôle. Fait que je trouve ça très, très intéressant comme ça. L'exploit lui-même a été découvert quand même fin de l'année passée de mémoire et on a été corrigé qu'en mai cette année. Donc, si vous avez une version de Mac, corrigez-le. Il y a plusieurs façons d'aborder ça. Un, de voir qu'un sandbox soit aussi facile à contourner parce que quand on lit l'explication de Microsoft, on se rend compte que finalement, les clés pour sortir du sandbox sont incluses dans le sandbox. Fait que c'est un peu moche comme type de design. Donc, à ce moment-là, il y a une certaine faiblesse sur laquelle, en tout cas, initialement, moi, j'étais très, très, très content que macOS ou iOS, d'ailleurs, du même genre, utilisait énormément cette technologie-là pour limiter la portée des virus. Mais là, clairement, la portée n'est pas tant limitée que ça. Fait que là, on se retrouve dans une situation plus problématique. Puis ça met aussi en lumière toute l'annonce que Apple a faite récemment avec le mode lockdown sur iOS 16 et le macOS Ventura, qui va venir justement fermer la capacité du système à réduire sa capacité de sécurité. Pas réduire sa capacité, mais augmenter sa sécurité par la réduction de capacité des différents logiciels. Ce qui est un drôle de concept en soi, mais on devrait pouvoir avoir une gradation, faire des choses. Bref, pour moi, c'est une technologie qui n'est pas nécessairement mature. Puis là, clairement, le sandbox n'est pas plus mature non plus pour protéger adéquatement les applications contre les codes malicieux. Puis naturellement, si vous lisez le write-up de Microsoft, bien, vous allez constater qu'ils vantent le mérite de leur propre système qui est probablement soi-disant meilleur que celui que Apple a mis en place. Puis dernier point, puis où c'est très drôle, c'est que Microsoft a découvert ce problème-là en voulant tester la capacité de protéger les documents Office sur Mac, savoir dans quelle mesure on était capable de les utiliser pour attaquer. Puis clairement, ben, c'est hautement efficace. Surtout qu'on sert, en tout cas sur Mac, puis ça, c'est pas largement utilisé pour le moment, mais ça va finir par l'être. Contrairement à quand on regarde sur PC, c'est probablement la source d'infection majeure. Quoi qu'en dise Microsoft, ça devient les documents Office par lesquels les virus circulent le plus. Oui, tu me regardes. Je te regarde. En fait, moi, j'ai retenu un petit truc. Tu dis les clés sont dans le sandbox. Fait que là, tu es en train de dire que si mon interprétation est bonne, le fait d'ingérer dans le sandbox des documents, notamment infectés, il dit les clés peuvent sortir et puis tu peux deviner un petit peu les portes d'entrée, les portes de sortie du sandbox, puis sortir de l'information qui normalement ne devrait pas sortir. C'est-tu ça? Oui, c'est en plein ça. C'est-à-dire que le chemin qui est utilisé utilise un service, le Launch Agent, qui est une mécanique standard dans macOS, qui est un service persistant par lequel là, il se propulse à l'extérieur du sandbox. Puis du moment que tu t'es propulsé en dehors du sandbox, tu n'as plus de contraintes d'utilisation. Donc, tu as accès à toute l'information du poste, puis donc, tu es capable de causer des dommages beaucoup plus importants en termes de fuite d'informations. Cela ne veut pas dire que tu as fait de l'escalade de privilèges, c'est-à-dire que tu n'as pas augmenté tes privilèges, mais au moins, tu n'es pas pris dans ton dans le sandbox qui limite l'accès aux données personnelles. C'est-tu nouveau que les clés se retrouvent dans le sandbox ou? Ben, d'apparence, ça a l'air d'être un problème de design dans ce cas-ci. Fait que probablement que les clés ont toujours été dans le sandbox, puis là, on l'a découvert qu'il y a quelqu'un qui a voulu dépoussiérer le sandbox, puis découvert les clés qui étaient à l'intérieur. Dans ce cas-ci, c'est Microsoft qui a découvert qu'il y avait cette façon-là d'apparence. Voilà, c'est facile à dire maintenant parce qu'on sait là, ce qui est facile à exploiter. Le seul downside de ce write-up-là de Microsoft,
c'est qu'il explique de long en large comment l'exécuter. Puis, c'est un cas où, même si la vulnérabilité a été corrigée depuis, met dans les mains des outils pour les malveillants dans lesquels on n'aurait peut-être pas besoin qu'il y en ait plus d'outils pour mener à des campagnes de phishing ou des campagnes de vol d'informations, de rançon logiciel. Puis ça rappelle aussi que macOS n'est pas exempt de ces problèmes-là. C'est pas parce qu'il y a des éléments dans lesquels on peut être plus négligent en termes d'utilisation sur un Mac par rapport à un PC Windows. OK, c'est bon pour moi. Je viens de comprendre. Il n'y a pas de souci. Nice. Ben, nice, tout est relatif nice, mais oui, effectivement, c'est pas nécessairement réjouissant, mais de toute apparence, on est dans une époque où les vulnérabilités s'accélèrent, tout ce qu'on croyait être plus fiable n'est plus fiable. Puis d'ailleurs, tant qu'à parler de ça, on va basculer à la nouvelle suivante. Oui? Ben, en fait, moi, ce que j'entends ici, c'est que les bonnes vieilles techniques sont encore des techniques qui peuvent être exploitées. Des macros, des scripts, de la cochonnerie dans des documents, oui. Je vais appeler ça des documents bureautiques, peu importe. T'sais, on n'est toujours pas à l'abri de ça, là. Ça prend le filtre, ça prend le mécanisme, la surveillance, le radar. On n'est pas à l'abri de ça non plus, mais les bonnes vieilles techniques fonctionnent encore. Puis on parle ici de techniques qui ont 20, 25, 30 ans, là. Ben, c'est un peu le problème parce que ces techniques-là n'ont jamais cessé de fonctionner. Ils ont juste été rendus plus difficiles à exploiter dans les dernières années parce que ces technologies ont avancé. Mais clairement, des reliquats de d'autres époques sont encore utilisables. Et pour les chercheurs qui sont plus familiers avec les vieilles technologies ou les vieilles approches, ben, ils vont se retrouver facilement dans ces environnements-là, de pouvoir justement contourner de façon, à mon sens, peut-être aussi, puis comme tu mentionnes, un peu plus old school comme approche, mais encore valide. Puis je pense qu'on a une réflexion profonde à avoir en cyber parce que les systèmes sont fondamentalement très brisés. Là. Fait que là, il va falloir qu'on sorte de cette logique-là. Puis les deux autres nouvelles sont dans ce sens-là aussi, à quel point les systèmes sont fondamentalement brisés. La nouvelle suivante, c'était justement sur le fait que des campagnes de phishing qui bypassent, qui contournent le MFA. Pour beaucoup de professionnels en sécurité, puis beaucoup de compagnies, dont Microsoft maintenant oblige, Google oblige l'utilisation du MFA pour consommer leurs services. Cette nouvelle-là, en même temps, elle est titrée pour attirer l'attention parce que c'est pas vraiment le MFA qui est contourné, mais c'est le chemin d'authentification qui dépose un cookie sur le poste. Et c'est ce cookie-là qui est volé à travers une manœuvre qui est quand même moyennement sophistiquée. Et une fois que ce cookie-là est volé, ben là, la session est reprise sur un poste tiers et à ce moment-là, permet de continuer la session qui est là en usage de proxy ou, entre autres, le proxy peut aussi intercepter une manœuvre une authentification MFA. Dans quel cas, j'ai vu à quelques occasions, là, j'ai vu ces genres de démonstrations-là. Fait que c'est pas nouveau, c'est juste une façon de réfléchir à ces différents éléments-là, dont le fait de ne pas maintenir faire confiance au navigateur, faire confiance aux cookies, faire confiance à ce genre de choses-là, qui sont des artefacts pour tricher un peu sur le MFA. Ça améliore la vie de l'utilisateur, mais en même temps, ça réduit la sécurité. Puis l'ultime défense face à ce genre de choses-là, c'est c'est toutes les clés FIDO, ce que Apple a annoncé avec iOS 16 sont le passkey, tous ces éléments-là qui ne reposent pas sur l'usage du MFA, au sens où on saisit 6 chiffres dans une interface qui est facilement facile à intercepter. Microsoft, avec Authenticator, lui, utilise du push. Fait qu'il envoie sur le téléphone, donc à ce moment-là, l'interception n'est pas possible. L'interception cookie le demeure tout le temps, mais beaucoup plus difficile, voire impossible à exécuter dans des circonstances comme ça. Le pendant à ça, puis parce que j'ai des clients qui l'ont vécu. Ceux qui utilisent le push, quand les attaquants s'attaquent à leur compte, ils vont attaquer de façon très répétée leur compte. Puis la personne qui subit reçoit beaucoup d'alertes sur son téléphone d'accepter. Les gens vont par réflexe accepter l'authentification soit la première fois, puis ils ne savent pas c'est quoi, et puis ils l'acceptent parce qu'ils pensent que c'est légitime.
ou par écœurement parce que ça fait genre 15 fois en plein milieu de la nuit qu'il reçoit la notification. Puis pour s'arrêter pour pouvoir dormir, parce que on essaie tous de dormir la nuit en général, surtout rendu à nos âges. On essaie de dormir parce qu'on a plus de misère à récupérer autrement. Là, ils vont accepter. Fait que dès ce moment-là, le compte se fait voler et là, on se retrouve tout le problème associé à ce genre de choses. Est-ce que ça se fait autant de l'externe que de l'interne? Ce vol-là, autrement dit, parlons de l'employé, juste pour que je comprenne. Je trouve ça un peu élevé, mais l'employé dans son infrastructure interne, il visite un site web. Là, ce que tu es en train de parler, c'est il y a les sessions cookies, il y a ci, il y a ça. Écoute, excuse-moi si je fais le journaliste, c'est juste pour bien comprendre. Je dis donc, peu importe que ce soit de l'interne et même de l'externe, il y a un hijack possible à ce moment-là, une interception du jeton. Puis ce que je comprends, c'est un clonage et on récupère la personne malveillante récupère la session. Mais je dis, hey, ça commence à être sophistiqué. Là. Détrompe-moi si je me trompe, mais première question. Quelqu'un de l'externe peut faire ça de ce que je comprends, mais c'est sophistiqué, là. C'est sophistiqué. Je dis pas que c'est pas impossible, là. Puis je n'ai pas peur des éléments sophistiqués. Ça me semble légèrement sophistiqué. Le niveau de sophistication n'est pas si élevé. Ça, disons, il est à moyen. Dans ce cas-ci, dans la mesure où on met un proxy, dans le fond, c'est... puis pour l'avoir vu de différentes façons, c'est que soit on arrive par un phishing sur lequel on clique sur un lien, on tombe sur un site web, le site web est monté par le malveillant qui sert à intercepter la session ou à simuler comme ça. Le cas classique, sans vol de MFA, c'est généralement on va avoir une fenêtre d'authentification Microsoft Office. À ce moment-là, on rentre là, on saisit les informations, puis ça nous donne l'impression qu'on est vraiment dans la session Office. Ça, à ce moment-là, les organisations sont privilégiées de mettre une personnalisation sur l'écran d'authentification de Office. En mettant une personnalisation, c'est un peu comme ce qu'on avait vu chez Desjardins pour limiter le phishing. J'imagine que les autres le font aussi. C'est que dans ta séquence d'authentification, il te met une image que juste toi connais. Donc, s'il y a du phishing, les personnes ne connaissent pas cette image-là, donc n'est pas capable de remettre cette image. Donc, c'est une structure comme ça qui favorise une détection visuelle rapide par l'utilisateur pour s'assurer qu'il est sur le bon site. Ça, c'est la première chose. Là, la deuxième, c'est que quand on arrive dans la séquence, une fois que le mot de passe est saisi, il y a le MFA entre en action. Soit il demande les 6 chiffres, ou soit il fait du push dans le cas de Office. Et dans le cas du push, ben là, le truc ne fonctionne pas. Là, ne peut pas voler d'un MFA de cette façon-là. Puisqu'à ce moment-là, la session de cookies, tout ce qui est en œuvre n'est pas placé pour permettre ce genre de choses-là. Si on va du côté du saisie des 6 chiffres, soit le malveillant intercepte les 6 chiffres et lui-même sauve une session légitime de l'autre côté. C'est une chose. Ou à ce moment-là, il peut voler le cookie parce qu'il a fait passer l'utilisateur dans des serveurs qu'il contrôle, qui servent justement à récupérer l'information. Donc, ça peut être de l'interne. C'est-à-dire, si un utilisateur malveillant, qu'il soit à l'interne ou à l'externe, ben, il peut toujours faire ça. Je trouve ça sale qu'un de mes collègues me fasse ça. Là. Cela étant dit, je pense qu'il passerait un très mauvais moment sachant que c'est un de mes collègues qui a fait ça. Mais c'est pas exclu parce que des fois, l'appât du gain, quand on va chercher la faute du président ou des manœuvres comme ça, ben à ce moment-là, on va peut-être trouver des occasions que c'est fait par des employés. Juste de même, là, tu te fais usurper. En fait, tu tombes dans le panneau, tu reçois ton code MFA, tu le rentres, le clown le récupère, mais dans la mesure où toi, tu rentres, par exemple, le one-time password que tu viens de recevoir pour te connecter, pour t'authentifier, et que la personne malveillante le rentre aussi, les 2 sessions vont rentrer en même temps. Il n'y a pas 2 sessions parce que tu n'es pas sur un vrai site. Fait que c'est juste un proxy. Le malveillant a mis un proxy qui te fait croire que tu es sur un site de Microsoft. C'est pour ça que je parlais que s'il y a une personne... Lui, il rentre pour de vrai. Ouais. Toi, tu es usurpé à ce moment. En fait, toi, tu as un voile de comédie. Tu as un voile de comédie tout simplement où tu vas simplement dire « Attends, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché. » Non. Il y a un clown qui a récupéré ça.
pour lui, ça a marché. C'est ça. Toi, t'es éjecté. OK. Ouais, puis là, tu perds le contrôle du compte, puis généralement, ils vont voler, ils vont changer le mot de passe, ils vont voler le compte. Puis une fois que tu as perdu le contrôle de ton compte, ben là, il est utilisé pour faire des manœuvres malicieuses et ainsi de suite. Fait que c'est des différentes techniques. C'est pas nouveau, c'est juste c'est plus flashy de dire dans les nouvelles que ça bypass le MFA, qu'on essaie de faire adopter par tout le monde. Ça le bypass pas techniquement, c'est juste une amélioration des techniques actuelles qui permettent d'arriver à la même chose. Fait que les malveillants s'adaptent à tout ce qui se passe. Donc ça, c'est comme une autre chose. Ils vont s'adapter. Dernière nouvelle, on va revenir sur Log4j parce que le US Cyber Safety Review Board a fait une analyse très poussée de ça. On ne passera pas dans l'analyse elle-même. On ne repassera pas le document. Mais ce qui est des éléments clés qui sont sortis, c'est qu'on en a probablement pour selon eux une dizaine d'années avant de réussir à corriger cette faille-là au sens total et complet dans nos environnements, puisque la ramification elle est tellement grande de l'usage de cet outil-là que c'est très difficile de réussir à tout corriger dans un côté. Ce qu'il y en est aussi, c'est que l'urgence, puis là, ça rappelle aussi qu'on a brûlé le moral de beaucoup d'employés dans le temps des fêtes. Ça, c'est cette façon-là d'agir dans une urgence extrême, puis des fois, peut-être démesurée dans certaines organisations là, dans lesquelles ça a été géré de façon là, comme si la fin du monde arrivait. La fin du monde n'est jamais arrivée. Il n'y a pas eu tant de vulnérabilités, il n'y a pas eu tant de compromissions qui ont été faites associées à ce genre de choses-là, dans la mesure où on était capable de comprendre comment les mesures de mitigation pouvaient y arriver. Ça, c'est un problème qui est du passé, dans lequel je pense que bien des gens qui ont parlé de ce côté-là. Ce qui est le plus intéressant du rapport lui-même, c'est tous les éléments qui doivent être mis en place dans le futur, parce que dans le fond, on apprend de nos erreurs du passé. Il y a tous les éléments du Software Bond of Material, le SBOM, qui est très important de savoir de quoi est composé les logiciels qu'on fait dans nos compagnies. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme bibliothèque? Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on ait un inventaire. Il y a une mécanisation qui s'en vient, il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. Très important de savoir ce qu'en est. Puis c'est là où Log4j blesse, c'est qu'on n'a aucune idée où sont situés ces genres de logiciels-là, où se situent ces éléments-là. Je sais que toi, tu es entre autres un peu dans l'univers de la gestion des vulnérabilités. Cette situation-là va sûrement te chatouiller davantage. Tu n'es pas directement dans la gestion des vulnérabilités, mais ça fait partie. Ça fait partie de mes rôles et responsabilités. C'est de m'assurer, en fait, qu'il y a une prise en charge. En fait, qu'on a une vigie, on a une vision, on a une vue. On a une prise en charge, on a une compréhension. Mais écoute, en partant, là, tu viens de dire, écoute, on en a peut-être pour 10 ans, tout dépendant des entités, là, avec le degré et la complexité d'utilisation des librairies Log4j. Moi, tout ce que je ferais comme recommandation, ben, c'est dire, écoutez, là, attendons pas les 10 ans, regardons l'importance de l'utilisation de ces librairies-là, puis c'est quoi nos alternatives si on voudrait tout simplement s'en débarrasser. Et j'ai vu des codes, des entités où on disait, bon, mais écoutez, la librairie vulnérable n'est pas utilisée, pas dans l'environnement de production. Finalement, on n'est pas le vulnérable. Ben non, oui, vous êtes vulnérable. Il y a un risque d'une erreur humaine avec une introduction par un employé inexpérimenté d'une mise en production avec un élément justement vulnérable. Je sais pas, mais moi, je vends mes affaires sur Marketplace le jour même, puis si les gens ne viennent pas le chercher le soir, je tire ça au vidange, là. C'est aussi simple que ça, là. C'est comme garder des corps morts, tout simplement, là. Je dis, mais écoutez, c'est peut-être ça semble être grand, gros, pénible, laborieux, complexe, une amplitude démesurée. Ce que Nicolas vient de dire, c'est regardez justement l'étendue de l'utilisation. Faites-en l'inventaire tout de suite, documentez-le. Parce que quand les nouvelles vont commencer à tomber, les exploits vont commencer à tomber, les Reddit, GitHub de ce monde vont commencer à publier,
ben vous allez avoir, je dirais pas un coup d'avance, mais vous allez avoir au moins une énumération d'éléments qui vont dire, hey, OK, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. On va le flaguer, on va trouver des solutions, etc. Puis entre-temps, ben, pensez à des solutions alternatives que ces fameuses librairies-là. Là. Il y a d'autres outils, d'autres alternatives là, qui sont adéquates aussi. Oui, c'est ça. Puis un des points intéressants dans tout ça, c'est que ça met aussi en phase le fait que les programmes de gestion de vulnérabilité ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et les organisations devraient se doter de processus documentés de gestion des vulnérabilités qui vont les amener à mieux gérer ces problèmes-là à l'avenir, mieux les aborder aussi. Puis il y a l'autre facette, puis je sais que oui. J'aime bien ton idée, mais je vois une petite licorne qui court autour de ma tête. J'ai pas dit que c'était facile. Effectivement, c'est la complexité. Non, c'est pas la complexité. C'est l'étendue. L'étendue des éléments potentiellement vulnérables. C'est extrêmement tough. Oui. D'avoir une main mise, puis de dire, hey, on est mature, ça prendrait. Ça prendrait. Même plus loin que ça. Mais ça prendrait un clown sur du café noir, 24/7 qui ne dort pas, plus du Red Bull, qui soit vraiment en mode vigie puis méga allumé pour penser à toutes sortes d'éléments. Puis n'oubliez pas la créativité qui est un élément, je pense, extrêmement important. Je vais ramener plus aux bases que ça. Un CMDB. Puis je me rappelais la conférence du conférencier de Splunk au Secure. Il disait il n'y a aucune compagnie à travers le monde qui est capable d'avoir une CMDB à jour. Ça n'existe pas. Et déjà là, on part un problème parce qu'un programme de gestion de vulnérabilité s'appuie sur une CMDB qui est essentiellement l'inventaire de ce qui existe dans l'organisation, qui est à jour et qui est fiable. Connais-toi toi-même et tu réussiras dans la vie. Hein? Ouais, on est notre propre CMDB, puis on ne se connaît pas nous-mêmes. Hein? Mais écoute, une petite métaphore ici. Oui. Mais non, tu as raison. Tu as raison. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de. Tu as raison. Non, j'ai pas envie de justifier le fait qu'il n'y a pas de parfaiterie qui existe en ce bas monde. Mais tu as raison. Connaître sa plomberie, connaître son ossature, connaître ses muscles, connaître ses nerfs, peu importe. Puis on a déjà fait référence, on a fait un épisode sur le DMU, puis... pas juste le DMU, un plan de continuité, un plan un plan mature pour avoir un modèle de sécurisation de nos... Peu importe les types de... Les mots-clés de nos jours. Le Shadow IT. Sécurité, Shadow IT, etc. Avoir un modèle, c'est vrai que c'est tough. Il n'y a pas de système parfait qui existe pour une telle documentation. Et malheureusement, c'est pas sexy offrir un poste pour maintenir une telle documentation à jour de nos jours. On voit ça comme la fameuse caricature des bureaux de comptables, la fameuse caricature des bureaux d'avocats, des bureaux de notaires où, quand tu débarques comme intérim, tu veux faire tes preuves, mais on te demande de la filière 19 à longueur de journée. C'est un petit peu la métaphore que j'ai envie de mettre ici pour le maintien d'une telle base de données. C'est pas sexy. Ça prend une réflexion. Ouais, ça prend un modèle. Ça prend une très bonne gouvernance. Là. Une bonne gouvernance, mais dans un monde où on est en pénurie d'employés, c'est d'autant plus difficile de justifier ou de réussir à intéresser des gens d'aller sur ce genre d'éléments-là quand pourtant c'est les éléments de base. Puis l'autre volet à ça, c'est construire des logiciels de meilleure qualité. Puis c'est là, puis là, Microsoft est coupable parce qu'on l'a vu souvent, mais beaucoup d'autres aussi d'utiliser du code open source et de ne pas auditer le code avant de l'utiliser, de juste l'utiliser à un code tel quel. Et quitte à, une fois audité, de retourner les correctifs de sécurité à la communauté justement pour... faire évoluer les logiciels open source. Fait qu'on a comme une culture de, je dirais, de
d'utiliser sans retourner vraiment. Je pense que ça aussi, ça devrait changer justement pour qu'on soit capable de s'appuyer sur du logiciel open source qui est de qualité et sécuritaire et qui nous permet justement de bâtir des structures beaucoup plus sophistiquées qui nous vont nous amener plus loin. Fait que, c'est un peu ça aussi. Là, je ne veux pas mettre personnellement, parce que j'ai dit c'est Microsoft, là, mais ils sont tous coupables de ne pas retourner à la communauté les choses. Ils sont tous coupables, tous les grands joueurs, de ne pas auditer le code. Là. Je sais que certaines grandes compagnies vont auditer une partie du code, mais ce n'est pas une pratique qui est courante et qui devrait être courante, parce que dans le cas de Log4j, si le code avait été audité avant d'utiliser, et peut-être qu'on l'aurait trouvé plus tôt, parce que le bug existe depuis très longtemps. Fait que si une compagnie avait pris la peine de l'auditer avant d'utiliser, à ce moment-ci, on aurait tout le monde bénéficié d'avoir un meilleur temps des fêtes en 2021. Mais somme toute, comme Nicolas vient de le dire, le retour à la communauté, c'est sûr que des fois, c'est pas facile quand certaines compagnies avaient une culture de production fermée, de vente, de profit, etc., de retour à la communauté. Cependant, je mets personne sa sellette. Comme Nicolas vient de le dire, le retour d'expérience. Le retour d'expérience, le test du code. Écoutez, on n'est pas à court d'outils, même gratuits, de tests de code, puis de bonnes pratiques. Ça fait les comptables ont décelé que la gestion des changements de programme était une des activités qui pouvait être extrêmement risquée. Ils ont proposé 3-4 activités de contrôle. Lorsqu'en place, c'est suffisamment robuste pour assurer une légitimité, une surveillance, une assurance qualité. Ça fait de cela plus de 30 ou 40 ans, puis on est encore poigné avec, comme Nicolas vient de le dire, du code qui est tiré à gauche et à droite. En fait, je n'ai même pas envie de parler de Nicolas. J'ai envie de vous ramener. Les comptables ont trouvé ça. Vous trouvez pas ça insultant? Moi, je t'ai insulté, là. On le savait. C'est les premiers. Pour être passés toutes les deux dans l'univers des comptables, la vérification nous obligeait en quelque sorte à nous amener là. Puis je me souviens, parce que moi, je suis rentré dans cet univers-là au début des années 2000. Ça m'a ouvert l'esprit à ce côté essentiel de vérifier si le code des systèmes financiers, parce que c'est ce qui intéresse les comptables, a la fiabilité et est correctement vérifié. Fait que ces éléments-là sont très structurants, ont été très structurants dans ma réflexion et de comment j'aborde les choses. Puis justement, les comptables, par leur intérêt financier, se sont mis le nez dans les affaires des TI. Les TI aimaient, en tout cas, moi, j'avais un souvenir que la plupart des TI n'aimaient pas ça, me voir arriver comme auditeur. Je ne sais pas si tu avais un meilleur accueil que le mien, mais c'était généralement assez mitigé dans mon cas parce qu'ils sentaient qu'ils venaient se faire regarder ou se faire prendre en défaut, en quelque sorte. Clown, ballon et whisky pour moi, mon cher. C'est pas vrai. Ouais, ça aurait énormément facilité mon travail si ça avait été le cas. Il est arrivé avec des choses comme ça, mais bref, ces éléments-là qui sont maintenant plus répandus. C'est peut-être gênant d'un côté que ce soit les comptables qui viennent montrer à la cyber comment adopter les choses, mais ils ont quand même plus d'expérience de ce côté-là en vérification, en SAS 70, SSAE 16, SSAE 18, tous ces éléments-là. Puis d'ailleurs, ces éléments-là qui sont utilisés à l'heure actuelle en info numérique pour établir la confiance entre le client et le fournisseur sont tous des analyses qui sont générées par des boîtes comptables parce qu'eux ont cette expertise-là de vérification, d'atteinte d'objectifs qui servent justement à protéger les informations. Moi, j'ai un exemple bien simple. C'est sorti du pire film, un des pires films du monde entier, le fameux Superman 3 avec Richard Pryor puis Christopher Reeves. Avant son décès, feu Christopher Reeves.
La fameuse arnaque du demi-sou dans l'industrie pétrolière. En fait, l'arnaque du demi-sou est fort simple. C'est de contrôler justement dans nos systèmes financiers, parce que là, c'est facile de l'expliquer avec cet exemple-là, le fait qu'un programmeur qui a une intention malveillante mette son propre code en production, dans ce cas-ci, une industrie pétrolière qui récupère des centièmes, des dixièmes, des demi-sous. Tous ces demi-sous-là, les excédents, en fait, sont perdus dans le système, mais pour lui, sont récupérés dans son compte de banque. C'est tout simplement ça qu'on veut dire ici au niveau de la gestion des changements de programme. Les comptables ont décelé un stratagème de fraude. Je ne dis pas que c'est celui-là, mais à partir duquel, à partir d'un système financier où un programmeur aurait une mainmise, mettre son propre programme en production s'il n'y a aucune surveillance de mise en production et de développement, et puis récupérer des demi-sous, des dollars ou certaines transactions, les porter à son propre compte et qu'une entité comme... Il s'achetait une Ferrari puis arriver dans le parking le lendemain matin comme pas très subtil. Nice. C'est pas ça que j'allais dire. Moi, c'est une maison Bahamas. Mais dans le film Superman 3, c'est effectivement une Ferrari. C'est une Quattro Valvolve à l'époque, si je me souviens bien. Elle était rouge, elle était très voyante. C'était très clair que... C'est juste ça qu'on veut mentionner ici. C'est que ce film-là date de 40 ans. Puis les comptables avaient déjà établi un risque à cet égard-là avant le film. Puis on se retrouve encore de nos jours avec des réticences, des mauvaises pratiques en place ou pas vrai, des moins bonnes pratiques en place. Je ne veux pas être négatif. Je suis un gars positif, Nicolas C. Puis on s'obstine encore que on se laisse avoir avec du Log4j, du ci puis du ça, lorsqu'on pourrait avoir des méthodes, des mécanismes et des outils qui sont disponibles pour justement se protéger, prévenir, en fait, justement, puis avoir un coup d'avance, dire, hey, c'est quoi nos bonnes pratiques, c'est quoi nos mauvaises? Log4j est arrivé. Ça devrait être une leçon, c'est, hey, il ne faut plus que ça arrive. C'est quoi les mécanismes? C'est quoi les outils? C'est quoi les bonnes pratiques pour qu'on mette justement de l'avant ça suffit, là. Enough is enough. Effectivement, on n'a pas avancé très vite. Je suis un peu, de toute façon, ça fait plus que 20 ans que je suis dans le milieu, puis j'ai l'impression que je répète, ces jours de la marmotte, je répète à chaque cycle de 5 ans à peu près les mêmes affaires, les mêmes problèmes, les mêmes éléments. Qu'est-ce que c'est comme une demi-génération de nouveaux programmeurs qui arrivent sur le marché, puis on se retrouve avec les mêmes problèmes, mais dans des contextes différents. Puis ça m'avait beaucoup marqué, c'est dans les premières années où j'allais au DEFCON, maintenant, quand que toutes les vulnérabilités, ça a été devenu la mode de voir toutes les vulnérabilités se faire afficher au DEFCON. Et la façon que c'était fait, c'était exactement les mêmes vulnérabilités qu'on avait vues avec les programmes, le ANSI, programme fait en C, dans les années précédentes. Fait que ce qu'on avait appris en C à prendre les bonnes mesures, à prendre les bonnes affaires, c'est pas transféré dans le monde du web. Fait que le monde du web a réappris ce qu'on savait déjà avant. Puis là, le monde du web a évolué depuis. Fait que là, ils réapprennent encore un autre coup, les mêmes choses qu'on sait depuis 20 ans. Donc, cette espèce d'éternel recommencement est un peu lassant. Un peu désolant aussi, voir que l'état de la nation est peut-être pas plus réjouissant que ça à ce stade-ci. J'aimerais rajouter à ceci que ce qui me permet de garder le cap puis rester optimiste, moi, c'est d'entendre des dirigeants au final m'indiquer, m'indiquer, c'est pas personnel, là, nous indiquer, je comprends bien, on va s'en sortir et on s'en est sorti, mais tout cela est une question de risque, question de perte, question de récupération d'argent. Là, Nicolas voit ma face. Au final, on n'est peut-être pas dans la position justement de faire changer la mentalité, mais de rappeler les erreurs du passé qui se reproduisent constamment. Mais on se retrouve toujours justement vis-à-vis de la grosse poche qui nous indique tout ça n'est qu'une question de risque, comme je viens de dire.
On l'a géré. On a récupéré. La gestion de risque, de point de vue financier, oui, je suis d'accord pour les entreprises. Cependant, puis là, on vient de le voir au Canada, il y a le projet de loi C-26 qui vient qui a été déposé il y a déjà quelques semaines, qui est un peu une copie de ce qu'on voit en France avec les OIV, justement, qui impose aux infrastructures jugées, dans le sens, au français, c'est des opérateurs d'infrastructures vitales. Au Canada, on parle d'infrastructures essentielles. On n'a pas tout à fait la même coloration au niveau des mots, mais il n'en reste pas moins que le nucléaire, l'énergie, le milieu bancaire, et ainsi de suite, sont visés par cette législation-là. Puis, ce que ça vient changer essentiellement, c'est que le fédéral oblige ces compagnies de charte fédérale aussi à se conformer, à soumettre un plan de sécurité, à se conformer, à faire la divulgation de fuites, à faire la divulgation de vulnérabilité, de problèmes, divulgation d'incidents de sécurité. Donc, on est dans un environnement où on devient plus prescriptif, où l'analyse de risque va disparaître grandement de ce milieu-là. Milieu bancaire, toi, c'est ça, tu es en charte provinciale, fait que tu n'as pas le même défi. Mais en charte fédérale, les banques devront se soumettre à cette nouvelle législation-là qui sera contrôlée par l'organisme réglementaire associé, mais pour tous les secteurs comme ça. Là. Ce que je trouve un peu dommage au Canada, c'est un peu l'absence de menaces. Puis je m'explique ici. L'absence de menaces, justement, aux dirigeants imputables. Il n'y a comme pas de menaces clairement établies de prison, d'amende, etc. C-26 amène des amendes très salées. Dans le cas de... Ça peut monter jusqu'à 25 millions pour les entreprises, puis les dirigeants peuvent être aussi mis à l'amende. Je n'ai pas les montants pour les dirigeants, mais c'est des montants qui sont pas agréables et qui te font réfléchir deux fois. Un peu comme Charbonneau-Asselin avait fait réfléchir les dirigeants à une certaine époque, ben C-26 va venir faire réfléchir les dirigeants suffisamment pour qu'ils prennent moins de chance et qu'ils prennent un risque moins grand. Écoute, le Sarbanes-Oxley, j'ai pas grand souvenir que le penchant canadien a amené des sanctions Je parlais pas du penchant canadien dans ce cas-ci, je parlais vraiment de Sarbanes-Oxley. Ouais, mais je sais bien. Vraiment, là. Écoute, j'essaie pas de te coincer, mais tu sais, le voisin fait quelque chose, on a eu une couple de sanctions, on les a vues, puis une couple de peines de prison. On a un équivalent, ça fait longtemps, là. Ça fait 20 ans. Puis tout d'un coup, il s'est vraiment passé quoi, tu sais. Personne n'est vraiment allé en prison, malgré ça. Mais tu sais, c'est pas un scepticisme, mais écoute, tant mieux, parce que la loi a du mordant, il y a un élément dissuasif, il y a un élément encourageant de mise en place de saines pratiques, de contrôle, de divulgation, etc. Mais ça implique également une comment je dirais ça? C'est que là, ça rentre en force avec des dirigeants en place qui, tout d'un coup, se retrouvent sur la sellette parce qu'ils deviennent imputables de façon... tu sais, tu as parlé des OIV, là, les fameuses infrastructures qui sont vitales, les fameux piliers, justement, d'une nation où, lorsqu'un des piliers commence à tomber, ça a un effet domino sur l'ensemble des autres piliers. On a peut-être des dirigeants qui surfaient sur le fait que ça ne sera pas nécessairement en force. J'ai hâte de voir. Mais j'ai hâte de voir aussi l'aboutissant. L'aboutissant de ça. Encore une fois, c'est une loi qui vient d'être adoptée. Donc, ça est en étude. Ça veut dire que s'il y a des flagrants délits, il n'y aura pas de rétroactivité. Mais écoute, c'est pas à l'avantage d'aucun dirigeant d'être épais. La loi ne mesure pas la faute. La loi vient obliger des actions posées par ces entreprises-là. Donc, des actions positives qui vont nécessairement améliorer leur sécurité. Puis, même dans ces 26, il y a le volet sur la loi des télécommunications qui apporte des changements dont le gouvernement
peut empêcher une compagnie de télécom d'acheter des équipements d'un fournisseur particulier, dans lequel cas on a vu qu'au Canada, il y a eu une position contre Huawei qui s'est faite. Et c'est cette nouvelle loi-là qui légitimise le gouvernement de bloquer certains fournisseurs étrangers pour d'entrer sur le marché canadien. Mais bref, il y a d'avoir. C'était pas tout à fait l'objectif de la conversation ici d'aborder d'aller sur les OIV. On a glissé un peu trop. Moi, je vais conclure là-dessus. As-tu un mot de la fin, justement parce que tu étais parti sur une belle lancée? Moi, je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné que la loi empêche les ententes avec les... Ah non, je t'agace là. Non, j'ai pas de mot de la fin. Hey, moi, je suis heureux de retrouver mon pote Nick. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. On a du fun. On va repartir ça. On va avoir des sujets le fun. Là, on se remet dans le bain. Là, on est en train de se roder. Il n'y a pas de souci. Puis, je suis content de vous parler. C'est bien parfait. Fait on va remettre le train sur les rails.